Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous imaginer des millions à être connectés aux différentes télévisions partenaires qui vous relaient ce magazine que vous aimez bien, le plus grand magazine politique, socio-culturel en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, Liberté d'opinion. Liberté d'opinion, c'est un espace d'expression libre et démocratique, mais dans le respect des lois de la République, de l'ordre public, mais aussi de la vie privée. Liberté d'opinion a aujourd'hui l'exceptionnel bonheur de recevoir pour vous un expert en matière électorale, l'un des rares que compte la République démocratique du Congo. Il n'est plus à vous présenter, mais pour ceux qui viennent d'arriver immédiatement à Kinshasa, il s'agit de M. Jérôme Bonso. Il se trouve être président de la LINELIT, Ligue nationale des élections libres et transparentes. Il est par-dessus le marché coordonnateur de la plateforme appelée AETA. Donc, avec lui, nous allons parler aujourd'hui du processus électoral en République démocratique du Congo, sans tabou. Ça veut dire que nous allons évoquer toutes les questions que vous vous posez à la cité, que vous vous posez à travers l'ensemble du territoire national congolais, que vous vous posez à travers le monde entier, dans la diaspora congolaise, sur la tenue des élections en République démocratique du Congo. Et nous n'avons pas choisi n'importe qui, nous avons choisi la personne qui est investie du pouvoir possible de parler sur la place publique des élections. Il s'agit, je le disais en avant-propos, de M. Jérôme Bonso, qui se trouve être président de la LINELIT, la Ligue nationale des élections libres et transparentes, mais aussi coordonnateur de la plateforme AETA. Avec lui, nous allons nous poser toutes les questions. Alors, mesdames et messieurs, je vous préviens, je poserai toutes les questions sur les élections en République démocratique du Congo. Monsieur Jérôme Bonso, bonjour. Bonjour, mon nombreux téléspectateurs de cette émission qui est bien suivie, qui fait la fierté même de l'espace médiatique dans notre pays. Merci de tout cœur. Merci beaucoup. L'émission, nous la voulons beaucoup plus pédagogique. Voilà pourquoi nous allons aborder le processus électoral qui est le thème majeur de cette émission dans ses multiples facettes. Alors, d'entrée des jeux, la nouvelle loi électorale en République démocratique du Congo, le public aimerait savoir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. La nouvelle loi électorale. Vous savez, avant de parler des forces et des faiblesses de la loi électorale, il faudrait partir de la genèse même de la loi électorale. Et pourquoi vous l'avez dit aujourd'hui, c'est la nouvelle loi électorale. C'est qu'il y a eu la précédente, il y a eu une autre loi électorale. Cela veut dire quoi? La loi électorale, c'est un outil qui consiste à gérer, à réglementer les opérations électorales. C'est comme un joueur de football, c'est comme FIFA, comme CAF, comme l'INAFOOT, ainsi de suite. Il y a un règlement de jeu. Comment respecter le règlement contenu dans le règlement du sport. Quand est-ce qu'il y a pénalty, quand est-ce qu'il y a 80, quand est-ce que c'est là aussi relève de la loi électorale. Et nous, en ce qui concerne les élections, nous sommes allés aux premières élections de 2006. On devait avoir la loi électorale, mais on était buté à une difficulté parce que après la conférence nationale souveraine, après le dialogue intercongolais, il fallait avoir la loi électorale. Mais la loi électorale doit tirer sa substance de la loi fondamentale qui est la Constitution. Et c'est de là, lors des élections de 2006, nous avons eu la Constitution de la transition. Et ici, les accords politiques de San City, c'est là où on a eu la substance de la loi électorale. Et la loi électorale en elle-même régule la gestion des opérations électorales, de gestion de vote. Et cette loi électorale, nous l'avons connue en 2006, qui était sortie des accords politiques. Et là, nous avons organisé les élections de 2006. C'est quand on organise les élections de 2006, on voit maintenant, après l'élection, on doit faire l'évaluation, l'évaluation du processus électoral. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la loi électorale actuelle? Qu'est-ce qui a marché? Surtout, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse améliorer lors des prochaines élections? C'est ça. Et c'est de là que nous avons dit, on a procédé à la révision de la loi électorale de 2006 pour les élections de 2011. Et pourquoi, quand on révise la loi, quand on réforme la loi électorale, il y a ce qu'on appelle les innovations qu'on introduit dans les lois. Quand on introduit les innovations, c'est pour améliorer, pour éviter les erreurs du passé des élections de 2006, qu'on puisse maintenant organiser
des bonnes élections en 2011. Parce qu'en matière des élections, il ne suffit pas de regretter ce qui a été mal organisé, mais il faut avoir le souci d'améliorer les prochaines. Et c'est de là que nous avons révisé la loi électorale de 2006 pour dire que 2011, c'est bon. Mais on part avec cette même loi électorale, avec les innovations qu'on avait introduites pour améliorer les scrutins de 2011, et on s'est rendu compte que les élections n'étaient pas améliorées. Le scrutin n'était pas... Il n'y avait pas la transparence. En 2011. En 2011, chaos. On a dit, quand on a publié les résultats des élections, on s'est rendu compte qu'on a qualifié ces élections des élections chaotiques, les élections, ainsi de suite. On a dit, enfin... Bon, avec un fichier infecté, un fichier de tout le monde là, le fichier. Oui. Donc, et on a dit non, si nous avons regretté, bon, voyons, on doit améliorer maintenant 2018. On a introduit encore innovation. On a fait, avant 2018, on a fait, notre loi électorale a connu 4 modifications. Dans le souci d'organiser, d'améliorer les bonnes élections. Oui. Mais on arrive avec les 4 révisions, avec les innovations, on n'a pas amélioré les résultats des élections. On publie les résultats de 2018 chaotiques. Contestation. Le sang coule. Le sang coule. Et on s'est dit, mais à quoi bon? Le législateur lui-même s'est rendu compte. Est-ce que le législateur était complice dans les innovations introduites dans chaque loi électorale? Pourquoi on n'arrive pas à améliorer le résultat? Et c'est là maintenant vous me posez la question que les élections 2023, quelles sont les forces et les faiblesses de la révision de la nouvelle loi. Voilà. Donc avant d'aborder cela, nous disons que les 4 révisions de la loi électorale et avec les innovations, ça n'a pas contribué à l'amélioration du scrutin. Ça n'a pas contribué à changer le mode de scrutin. Ça n'a pas contribué à tabler sur la transparence des élections. Et maintenant, 2023, est-ce que nous serons bons? Ou bien nous allons encore rééditer les mauvais exploits de 2006, de 2011 et de 2018? Et c'est ça la question. C'est de là où, cette fois-ci, le législateur a mis comme force dans la loi électorale pour les élections de 2020, et il en a mis en quelque sorte des innovations. À peu près 9. La première innovation, c'est l'acceptation de la liste de résultats. Donc, introduction du seuil de recevabilité des listes à 60% des sièges en compétition. Prise en compte des dimensions genre. Distinction entre inéligibilité définitive pour les crimes de guerre, ainsi de suite, et celle temporaire pour les autres crimes. Déficit. Tenez vos notes en main comme ça. Non, c'est déficit. Il y a déficit d'un régime légal pour le vote électoral. Et l'autre innovation, c'est obligation à la CENI d'afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et obligation à la CENI de publier les résultats. Tous les résultats affichés bureau de vote par bureau de vote doivent être logés sur le site internet de la CENI. Obligation à la CENI de publier la cartographie électorale 30 jours avant le début des élections. Obligation à la CENI d'assurer la transmission des plis électoraux au cours des tribunaux. Voilà autant d'innovations que le législateur congolais a voulu introduire dans cette nouvelle loi électorale que nous voulons pour que les élections de 2023 puissent être différentes des élections précédentes. On va évoluer. Vous, en tant qu'expert, vous pensez que ces innovations-là sont suffisantes pour connaître des bonnes élections en 2023? Ne sont pas suffisantes parce que c'est là où vous me posez de parler maintenant de faiblesses. Ne sont pas suffisantes parce que nous sommes rendus compte que si aujourd'hui les élections de 2018 n'ont pas pu connaître parce que les résultats n'étaient pas affichés bureau de vote, ça on le sait. Mais on avait supprimé les 2 tours de l'élection présidentielle. Parce que c'est quand on fait le 2 tours de l'élection présidentielle, c'est là où on fait entrer la démocratie, les valeurs démocratiques dans le chef de la population. Tout en sachant que la République démocratique du Congo, il y a une démocratie naissante. Et vous voyez sous d'autres cieux, quand il y a élection de 2 tours, le premier tour, on voit les candidats défiler. Le deuxième tour, c'est là la confrontation entre les candidats, que chacun les candidats puissent donner son projet de société, de quoi est-il capable si jamais il prend la République démocratique du Congo. Avec la possibilité d'avoir un débat télévisé. Voilà, est-ce qu'on a supprimé ça dans cette loi? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tour. Non, il n'y a pas de tour. Parce que si on voulait revenir des tours, on allait toucher à la Constitution. Vous vous rappelez? Et on ne pouvait pas changer, à l'heure qu'il dans le contexte politique dans lequel nous nous trouvons, on n'allait pas changer la Constitution. Il était interdit quand le pays est en état de siège.
intérieur. Oui. On ne peut pas toucher à la révision de la Constitution. Donc, les 2 tours, c'est annulé. On mettait toujours ce tour. Il y a aussi le problème cumul de mandats, de candidats. Vous êtes député national, député provincial, sénateur. C'est maintenu ou supprimé? Non, c'est maintenu. Donc, quelqu'un peut postuler en même temps député provincial. Comme il le voit, c'est la liberté et il passe. C'est maintenu dans cette loi. C'est bon ou c'est mauvais, M. Non, moi personnellement, j'étais que c'était en quelque sorte une certaine immoralité électorale. C'est une immoralité parce que nous avons assisté à des choses où, quand un candidat est élu député national, en même temps député provincial, en même temps sénateur, avec suppléant, femmes et enfants. Mais ça devient une famille, une succession familiale et électorale, et ça s'est fait comme ça. Mais la suppléance familiale a été écartée dans cette loi. Personne ne peut avoir comme suppléante sa propre épouse ou sa fille. C'était la volonté qu'on pouvait introduire. On a dit non, ça c'est la liberté de chacun. Donc ça a été maintenu. C'est maintenu. Donc quelqu'un peut avoir une suppléante sa propre femme. Parce qu'on avait avancé comme argument, si je mets, moi je suis titulaire, je mets Ludo comme mon candidat, mon suppléant, vous allez faire tous les moyens pour que je puisse disparaître. Et si je mets mon épouse ou bien ma femme ou mon fils, je suis sécurisé du point de vue. On va pérenniser le pouvoir familial. Oui, on ne peut pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même logique parce qu'on a vu dans le cas des palissades qui ont été données aux députés, les suppléants et les titulaires qui avaient eu d'autres fonctions se disputaient les véhicules. Mais c'est ça la réalité, c'est ça la perception du pouvoir chez nous, c'est pas seulement au Congo, c'est propre en Afrique. Donc vous voyez les faiblesses de... Oui, de par l'expérience africaine que vous avez en matière d'élection, est-ce que ça se fait de la même manière en Afrique? La suppléance familiale? Non, sous d'autres cieux, sous d'autres c'est dur. C'est une vraiment innovation congolaise, peut-être, mais malheureuse. Non, mais elle n'est pas malheureuse pour eux. Pour l'opinion. Oui. Alors, une autre question que j'allais poser. Dans les innovations que vous avez citées tout à l'heure, je ne les ai pas notées toutes, mais j'ai retenu quelques-unes. Je voudrais parler de l'affichage des résultats de vote bureau par bureau. Ne pensez-vous pas que c'est une belle innovation dans la mesure où les élections de 2018, on a connu des choses impossibles. Les candidats que nous étions, on n'avait pas accès à l'ensemble des PV et qu'on a transmis les éléments, les résultats par voie électronique, par des puces, avec comme conséquence la fraude et la nomination immorale de certains candidats. Et vous savez, députés nationaux ou provinciaux. Et cette fois-ci, le législateur congolais a mis l'accent à ce qu'on puisse publier, afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. L'ancienne équipe de la commission électorale indépendante disait qu'il n'y avait pas une exigence à ce qu'on puisse afficher les résultats bureau de vote par bureau. C'était un camouflage. Mais maintenant c'est un verrou. Un verrou, c'est obligatoire. On affiche, chacun peut prendre les images, bureau de vote par bureau. Combien de voix il a eu. Et ça renforce la transparence dans le processus. Donc il ne sera plus possible en 2023 de tricher. Non, de truquer les résultats. La tricherie n'a jamais manqué. Toute compétition, c'est comme le football. Vous n'allez pas interdire quelqu'un à faire même avec son bras et faire marquer un but dans le cafouillage. C'est ça la fraude. Ça ne peut pas manquer dans toute compétition. Mais c'est la capacité de réduire cette fonction à la tricherie, à la fraude électorale. Et c'est pourquoi le législateur a bien compris pour dire on doit afficher bureau de vote. Pas seulement afficher le même bureau de vote par le bureau de vote. Et on donne aux gens au sein de la CENI l'obligation de mettre ces résultats affichés bureau de vote par bureau de vote sur son site sur son site de la CENI. À ce moment-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque aussi parce que l'informatique évolue? Je suis informaticien de formation, ingénieur concepteur de surcroît. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque qu'un jour un logiciel soit conçu, même si on a bien voté dans un bureau, et qu'automatiquement un logiciel modifie les résultats avant l'affichage de manière automatique? Oui, on peut jouer toujours avec le logiciel, c'est possible, mais quand les résultats sont déjà légalisés et au niveau de la CENI, sont déjà agrégation des résultats, et c'est officiel, on met c'est officiel. Mais la crainte pourrait avoir
voir s'il pouvait y avoir les gens là qui allaient jouer sur les sites. À son temps, nous avons connu à l'époque, je crois, de M. Malmalou ou bien Moulonda, sur le site de la CENI, on a publié de faux résultats. De faux résultats. Oui. Et la CENI était obligée de suspendre ou bien de suspendre son site. Le site a été piraté. Mais aujourd'hui, la nouvelle équipe, le nouveau leadership de la CENI nous a rassuré qu'eux aussi s'y connaissent dans ce domaine-là. Et ils vont mettre des verrous, de sorte qu'on ne puisse pas arriver à pirater les résultats. Non, avec ces obligations qu'on demande à la CENI. Et pas seulement à la CENI, on demande aussi à la CENI d'envoyer les plis électoraux à la Cour constitutionnelle pour la gestion du contentieux électoral. Et on lui demande et on donne aussi l'obligation à la Cour constitutionnelle de statuer sur le PV des résultats qui ont été transmis par la Commission électorale. Ce qui n'a pas été le cas parce que la CENI et l'ancienne équipe s'étaient référés à envoyer seulement les résultats numériques sans envoyer le physique. Et le juge avait difficile à s'en sortir parce qu'il y avait la loi avait interdit à ce moment-là, pour les élections de 2018, on devait se référer maintenant seulement aux résultats physiques et aux PV physiques. Et ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, comme on demande maintenant à la CENI de transmettre les plis électoraux à la Cour, aux tribunaux et aux cours et tribunaux, à ce moment-là, on a des preuves. Et au niveau de la CENI, et au niveau des juridictions compétentes en matière des élections, je crois qu'à ce moment-là, on pourrait réduire les risques de fraude à ce niveau. Mais une autre question d'ordre technique aussi en rapport avec l'informatique, c'est au niveau de la transmission sécurisée des données. Lorsque chaque bureau de vote, après avoir affiché les résultats dans le bureau, doit transmettre les résultats au niveau de la centrale, au niveau de Kinshasa. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait certains bureaux par une certaine malice politicienne ou politique qui disent qu'il y a un problème de connexion, qu'on n'a pas pu transmettre à temps, et ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, ce petit temps mort-là, qui est falsification des résultats. Je prends l'exemple d'un bureau de vote XY dans le fin fond de Sankourou là-bas, ou dans le fin fond de Malembankoulou là-bas, qui n'a pas pu avoir la possibilité de faire le transfert sécurisé des données. Et dans l'entretemps, on attend ou pendant ce temps, on présente d'autres résultats de Malembankoulou ou d'un coin de Sankourou là-bas. C'est de là où on intervient de contester, la contestation des résultats. Et comment c'est là? Parce que votre témoin, vous êtes candidat, votre témoin au niveau de Malembankoulou ou bien de Sankourou a déjà eu la capture des résultats. S'il a un téléphone Android. Non, parce que là, les choses évoluent. Vous croyez qu'en 2023, on va faire les élections même dans les coins les plus reculés sans Android? On va en avoir. Moi, je suis candidat. Il faut une formation. Et pourquoi on doit se préparer pour venir porter sa candidature? On doit se préparer du point de vue technologique. Vous savez que dans tel coin, on affiche, la loi est obligée qu'on puisse afficher les résultats en attendant le procès-verbal. Et votre témoin dans le bureau, il fait déjà la capture des résultats, il vous envoie en temps réel et vous avez tout un bureau qui va faire la comptabilité, la compilation de ces résultats. Et s'il y a des sortes de manigances au niveau de transmission des résultats ou bien de créer une situation compliquée pour que les résultats réels ne puissent pas arriver à bon escient, à ce moment-là, vous allez contester et on va vous rétablir dans vos droits. Donc, la volonté, le souci, c'est de voir comment on doit réduire la capacité de fraude électorale à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, on va évoluer, M. Jérôme Bosso. Je rappelle que nous faisons une émission essentiellement pédagogique sur le procès électoral en République démocratique du Congo avec un expert en la matière. Moi, je l'ai connu au sortir du dialogue intercongolais. J'ai fait plusieurs émissions avec lui. Donc, c'est une bouche autorisée pour nous parler valablement des élections. Alors, une autre question, parce que vous avez parlé des erreurs du passé qu'il faut corriger. On a vu la Cour constitutionnelle qui avait déjà proclamé en premier et dernier ressort des députés nationaux élus définitivement, qui est revenu à travers une chambre illégale dite de correction des erreurs matérielles, chambre spéciale, qui a réformé les arrêts de la Cour pour proclamer d'autres candidats. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des députés qui détiennent des arrêts parallèles
les uns ne siègent pas, empêchés de siéger jusqu'aujourd'hui. Je ne plaide pas pour ma propre chapelle, mais je ne sais pas faire le contraire. Et d'autres candidats qui siègent avec des arrêts qui ne sont pas conformes à l'article 168 de la Constitution. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous ne craignez pas, en tant qu'expert en matière électorale, qu'en 2023, même au niveau de la présidentielle, on voit un candidat président de la République malheureux non élu se faire prévaloir élu et exiger la correction des erreurs matérielles. Parce que ça n'a jamais été corrigé, la classe politique n'en a pas fait un sujet et les préjudices causés à tous ces gens empêchés de siéger, ou jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été réparés. Vous savez, mon cher ami, les élections de 2018 ont montré autant de faiblesses. Au niveau du pouvoir organisateur des élections, qui est la Commission électorale nationale indépendante, il y a eu cafouillage au niveau de là, il y a cafouillage au niveau de la Cour constitutionnelle, où nous étions trouvés devant deux types d'élus, élus de la CENI et élus de la Cour constitutionnelle. Et parce que la confusion, la Cour constitutionnelle devait rendre les résultats dans le délai requis. Et la Cour constitutionnelle était allée au-delà du délai. Or, tout résultat qui était rendu, la publication des résultats qui était rendu en dehors du délai, devrait être frappé d'inutilité. On devrait les annuler. Ça devait s'annuler. Mais étant donné qu'on était tous plongés dans un cafouillage électoral, et au niveau de la Cour constitutionnelle, et au niveau de la CENI, et les gens, on a fait gober à l'opinion cela. Et c'est là où nous disons qu'on était dans quel contexte. Quand aujourd'hui nous nous trouvons pour 2023, il y a une volonté politique exprimée par le président de la République qui a dit qu'il va avoir un droit de regard, regardant au niveau de cours et tribunaux, au niveau des juridictions compétentes en matière de gestion de contentieux électoral. Pour la tenue de bonnes élections. Pour la tenue de bonnes élections, pas seulement tenue, mais la transparence et l'intégrité du procès électoral. Et c'est là où le président n'a jamais cessé d'attirer l'attention du juge. Par le plus longtemps, dernièrement, il a lancé encore des golibets au niveau des juges, pour que les juges puissent se comporter en tant que juges, puissent se comporter au regard de la loi. On envoie de moins en moins en prison les juges qui rendent de mauvaises décisions judiciaires. Je vous dis que c'est moi, à son temps, en 1996, je suis allé observer les élections dans la Fédération de Russie, quand il y avait Boris Eltsine et Gorbatchev. Et la loi russe en matière de gestion de contentieux, quand vous êtes moi, je viens de me plaindre auprès de vous, juge, Ludor, je dépose ma plainte. Il y a un timing où ça ne peut pas te passer 5 jours. Passer 5 jours, c'est le juge Ludor qui est maintenant traqué devant la justice pour n'avoir pas statué dans le délai requis de plainte ou la contestation de quelqu'un. Et là, on emballe tout le monde, tout celui qui joue, quel que soit son rang, qu'il soit juge ou président de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite, et tout le monde est emballé parce que vous avez enfreint à la loi. Et c'est pourquoi nous disons qu'avec cette détermination politique, 2023, la Cour constitutionnelle ne va pas jouer cela, parce que pas seulement aussi... Mais parce qu'on trouve les anciens juges dans la même cour, ils peuvent contaminer les autres. Ils peuvent contaminer, vous savez ce que pense l'opinion aujourd'hui. Les juges de l'ancienne époque qui sont encore dans cette cour. Je crois qu'il y a un stand nouveau au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais la tête. Oui, ne peuvent mais pas les anciens parce qui étaient impliqués. Ils sont maintenant sous l'œil vigilant, regardant du président de la République, sous l'œil regardant vigilant de l'opinion. Et cette fois-ci, nous pensons que notre Cour constitutionnelle va essayer de redorer son image. Parce que quand la justice n'a pas une image positive dans l'opinion, c'est toute une nation qui est en péril. D'accord, on va passer au calendrier électoral, mais un petit mot. Que pensez-vous maintenant de ces victimes de ces arrêts parallèles et rendus et qui n'ont jamais été indemnisés par la République jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on a une jurisprudence de Franck Diongo, de Tchaloupa et consorts qui ont été payés par le Trésor public, alors que les autres, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Non, ça c'est ce qu'on dirait en quelque sorte une injustice. Une injustice, toi. Parce que les victimes, on vous met maintenant dans le bloc de victimes. Toute victime doit être récompensée, réhabilitée dans ce droit. Parce que ceux-là qui avaient fondé l'espoir en vous, ils sont maintenant découragés.
complètement découragés. Des milliers d'électeurs. Or, nous sommes dans un monde civilisé. Si on était dans le monde barbare, ils allaient recourir à la violence. Même vous aussi, vous allez donner un mot d'ordre pour qu'on puisse recourir. Vous n'avez pas fait, vous avez fait confiance aux institutions judiciaires de notre pays et de notre pays. Mais curieusement, les institutions judiciaires de notre pays ne parviennent pas à se mettre au-dessus pour réparer cette injustice qui devait obligatoirement être réparée. Tout à fait. Alors, calendrier électoral, on n'en a pas encore jusqu'à aujourd'hui. M. Jérôme Bonso, vous êtes un expert en matière électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux Congolais qui vous regardent dans les yeux que les élections auront lieu dans le délai, c'est-à-dire en 2023? Oui, les élections auront lieu en 2023. Oui, les élections n'auront pas lieu en 2023. Vous répondez oui et non. Oui et non. Oui, on va y arriver, oui. Mais parce que vous parlez tout d'abord du calendrier électoral. Le calendrier, c'est un outil de planification des opérations électorales. Ça, c'est le calendrier. À part le calendrier, il y a un autre outil qui précède le calendrier électoral. C'est la feuille de route du procès électoral. Oui. Et cette feuille de route qui a été publiée, qui a donné des indications, des opérations à faire. Est-ce qu'elle est respectée? Oui, non, parce que c'est là où il y aura différence entre feuille de route et calendrier. Oui. Les dates qui sont dans la feuille de route, ces dates-là ne sont pas opposables. Prenons le cas de la planification de la feuille de route. Oui. L'opération identification et enrôlement c'était prévu octobre 2021, mars 2023. Ça vient de commencer au mois de juin. Cette opération, révision du fichier électoral, ça vient de commencer il n'y a pas longtemps. Or, ça a connu déjà un retard. Or, si cette date était prévue dans le calendrier électoral, ça allait créer des problèmes. Elle serait opposable. Elle serait opposable parce que les dates là, les calendriers, séquentiels pour dire tel, on doit faire telle date. Or, feuille de route, c'est un outil interne de gestion de planification interne à la CENI. Tandis que le calendrier électoral, c'est un outil qui vient à côté de là parce que la feuille de route contient des contraintes. Quand la CENI a présenté en date du 3 février 2022 sa feuille de route, il a listé à peu près 9 contraintes. Contraintes liées au facteur temps, contraintes liées aux moyens financiers, contraintes liées à la logistique, contraintes liées à ceci, autant de contraintes. Maintenant, comment vous pouvez publier un calendrier électoral sans avoir maîtrisé les contraintes liées? Et c'est pourquoi, à ce moment-là, on dit, dans le calendrier électoral, quand on va se rendre compte, est-ce qu'on a maîtrisé toutes les contraintes listées? À ce moment-là, avec les dates, on donne contraintes moyens financiers. La CENI a demandé 640 millions de dollars. Le gouvernement de la bouche du ministre des Finances, elle a dit on a donné à la CENI 426 millions de dollars. Il reste 200 millions de dollars. Et quand la CENI voit qu'il va avoir déjà les 200 millions de dollars pour faire mener les opérations qui étaient planifiées, d'ici peu, il a maîtrisé maintenant la contrainte moyens financiers. La contrainte temps, quand la CENI voit le temps qui me reste pour avoir, je vais en parler un peu plus loin, je maîtrise, à ce moment-là, je publie le calendrier. Parce que quand je vais mettre la date pour dire, telle date, le 31 décembre 2023, octobre par exemple, octobre 2023, convocation du corps électoral. Parce que là, c'est une exigence constitutionnelle. Il faut convoquer le corps électoral 90 jours avant fin mandat du président de la République. Fin mandat du président de la République, c'est le 24 janvier 2024. Donc, 90 jours, on convoque le corps. Est-ce que vous allez dire que non? Avec le temps, on n'a pas avec ce temps ici, le moyen nous n'avons pas, on ne va pas convoquer le corps en octobre, on pourrait convoquer le corps électoral en novembre. Non! Et c'est le mois, dans la feuille de route, ça pourrait se faire, mais vous ne pouvez pas mettre ça dans le calendrier. Quand on dit c'est octobre, c'est octobre. Mais ce calendrier n'est pas encore là. Le président de la CENI avait dit, après l'intervention du président sur les médias internationaux, que dans 2 mois ou il y aurait le calendrier. Parce que quand nous définissons le calendrier, c'est-à-dire, est-ce que le président de la CENI a maîtrisé déjà les 8 contraintes, les 9 contraintes dans la feuille de route? Il n'a pas encore maîtrisé. Parce qu'on dit pour faire votre opération, pour publier le calendrier, il faut avoir maîtrisé toutes les contraintes. Et quand vous maîtrisez les contraintes, parce que j'ai dit contraintes aujourd'hui, vous avez dit contraintes temps, je devais vous rencontrer à 11h.
vous fixez le rendez-vous à 11h. Oui. Et vous n'allez pas dire non, ne venez pas à 11h. Non, ça c'est contraignant. C'est opposable. Oui. Mais si c'était dans l'hiver, non, on peut se voir dans la feuille de route, vers 11h, même vers 14h. Qui va vous dire le contraire? Donc vous voyez que ça sera hasardeux de publier le calendrier, étant donné que vous n'avez pas maîtrisé les contraintes que vous avez énumérées, et vous donnez la date, et qu'on arrive à cette date-là, moyen financier, l'argent n'est pas encore décaissé par le ministère de Finances, le ministère du Budget et des Finances, et là, ça pose des problèmes. Mais ce qui reste, c'est pas signifiant. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça, ce n'est pas signifiant. Oui. Parce qu'à côté aussi de feuille de route, calendrier, feuille de route, il y a aussi chronogramme, où on met les éléments de détail qui vont suivre les opérations électorales. Oui. Que ce soit feuille de route, que ce soit calendrier électoral, et même chronogramme des opérations, il y a des dénominateurs, comme ça dit, chaque opération qui est programmée dans les airs, on a la durée début de l'opération, fin de l'opération, durée c'est comme 10 jours, début et fin de l'opération. Que ce soit dans le calendrier électoral, que ce soit dans la feuille de route. À ce moment-là, vous avez les dénominateurs communs. Mais c'est que fait distinguer le calendrier électoral parce que c'est opposable. La date qui est donnée par la CENI, opposable à toutes les parties prenantes au procès électoral. À ce moment-là, tout le monde doit être... On ne peut pas les changer. Et ça reste figé. Et c'est pourquoi l'importance du calendrier. Et s'il allait publier le calendrier le mois passé, d'autres aussi, longtemps qui n'avaient pas maîtrisé la contrainte moyens financiers, l'argent ne venait pas, et vous arrivez à cette date, il n'y en a pas, et ça serait difficile. Et surtout pour le contrainte opération du fichier, la révision du fichier électoral, nous allons en parler. C'est une opération très coûteuse en termes de moyens financiers, en termes de facteur temps, en termes de logistique, en termes de ressources humaines. On va en parler. Oui. Dans la deuxième marche de votre réponse, vous avez dit oui, on peut avoir les élections en 2023. Non, on ne peut pas les avoir en 2023. Voudriez-vous expliquer la deuxième marche de votre réponse? Et élection Est-ce qu'il y a un risque de glissement? Je pose la question de manière ouverte. Le langage que tout le monde comprend. Dans toute chose, le glissement ne peut pas manquer. Parce que quand on prépare, quand on planifie une opération, il y a ce qu'on appelle le plan A et plan B. Ça ne peut pas y manquer. Plan A et plan B. Vous êtes un planificateur. J'ai dit que oui, plan A et plan B. Vous avez programmé d'être aujourd'hui en ville à 8h, 9h. Oui. Contrairement à votre volonté, une très forte pluie. Une très forte pluie. On coupe la route pour venir en ville, c'est coupé. Très forte pluie. Cas de force majeure. Cas de force majeure, vous allez recourir au plan B pour la gestion de votre journée. Donc vous voulez faire allusion à la guerre comme raison pour... Non, pas la guerre. Non. C'est un cas de force majeure. Non, cas de force majeure, c'est-à-dire les contraintes. Au nom de l'inclusivité du processus électoral aussi. C'est tout à fait. On a l'inclusivité. On ne peut pas aller aux élections sans le Nord Kivu et du Ituri. Ce n'est pas la première fois. Nous avons fait les élections de 2016. C'était au titre de la zone de conflit. On a fait des élections dans la zone de conflit. On sait comment on peut gérer ce conflit-là, ces zones-là, que les élections puissent se tenir. On a déjà une petite... Et avoir de bons résultats. Avoir des résultats. On n'a pas dit bon ou mauvais, mais avoir des résultats. C'est comme ça qu'on va. Donc vous avez posé, est-ce qu'on va, on va avoir les élections dans le délai et constituer ainsi de suite? Parce qu'il y a des questions de parties prenantes. C'est là où je pose la question aux parties prenantes du procès électoral. Qui sont-elles? Président de la République. C'est un porteur politique. 7 minutes. C'est un porteur politique. Le président, êtes-vous d'accord, êtes-vous prêt pour le rendez-vous électoral 2023? Le président dit oui. Ministre des Finances et Budget, êtes-vous prêt pour le rendez-vous électoral 2023? Il dit oui. Et le parti politique, sommes-nous prêts pour le rendez-vous électoral? Tout le monde dit oui. Et le oui là, c'est un oui principiel. Que chacun exprime comme il attend. Donc c'est un oui de l'imaginaire individuel ou collectif. Est-ce que nous allons nous en sortir avec cette grande opération des élections? Donc, pour s'en sortir, pour faire de la longue vite, pour vous dire que le grand problème pour nous aujourd'hui, c'est contribuer à l'amélioration du taux de participation de la population aux prochaines élections 2023. À titre indicatif, en 2006, on avait le taux de 65,5%. 2011, 58,8%. 2018, 47,5%. Donc, mais en 2023, c'est là de combien? Vous voyez ça, que ça baisse. Avec tout ce qu'on a connu avec les élections dont vous avez été victime, est-ce qu'il y aura 48 ou bien ça sera moins de 48? Quand ça sera moins de 48,
48% de taux de participation, ça va impacter la légitimité de celui qui sera élu président de la République et les animateurs d'autres institutions. Donc on devait faire beaucoup d'attention. Et à ce moment-là, l'élection dans le délai, nous disons oui, il y a un problème de déficit de planification. Nous avons, la CENI est allée là-bas avec 28 mois de retard. Il a fait la planification avec un retard. Or, les élections devaient être organisées dans un échange de 1000 jours. Mais maintenant, on organise moins de 1000 jours. À ce moment où on organise les élections dans moins de 1000 jours, la CENI est obligée de travailler les élections sur ce qu'on appelle les chemins critiques des élections. Ça veut dire quoi? C'est quand vous faites les opérations pour atteindre le délai constitutionnel, si une des opérations rate, qui ne puisse pas arriver à être exécutée pendant ce temps, vous risquez de glisser. Le curseur électoral risque de quitter 2023, aller en 2024. Et à ce moment-là, tu vas faire la CENI. La CENI doit travailler maintenant sur le double délai. Délai critique des élections, délai compressé. C'est-à-dire, une opération, répartition des sièges, on a demandé, ça doit se faire soir 80 jours, mais ça c'est délai critique, mais délai 80 jours, vous allez au-delà, il faut réduire 50 jours. Ce qui est, vous réduisez comme. À ce moment-là, vous pouvez voir dans quelle mesure vous allez vous en sortir. Et quand on voit le délai compressé de la CENI qu'il est en train de faire, ce sont des opérations où bien ça casse ou ça passe. On est foutu. Et il y a un autre problème, la grande opération de révision du fichier électoral. La révision du fichier électoral. C'est un grand défi. C'est un grand défi. C'est de là où on sait que quand l'avion décolle, il y a des temps dans l'avion. Quand le décollage et l'atterrissage. Oui. Le décollage de l'opération, c'est quand vous faites maintenant, vous clôturez l'opération de révision du fichier électoral. Or, nous, l'opération du fichier électoral va nous coûter, nous allons le faire. Est-ce que c'est en cours ou ça n'a pas encore commencé? L'opération du fichier, ça n'a pas encore commencé. La révision du fichier électoral. La révision du fichier électoral n'a pas encore commencé. Mais comment on passe directement au test des machines d'enrôlement? Si, on prend les. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on va vous inviter, vous allez vous faire enrôler. Vous allez vous faire enrôler là-bas. C'est ça qui révise les fichiers. Carte d'électeur. Oui. Et cette opération est précédée par 3 décrets. Le Premier ministre a signé 3 décrets. Le premier décret, c'est le décret la constitution du fichier général de la population. Et on va donner à l'ONIP pour nous donner la carte d'identité. L'autre opération, c'est la carte d'identité nationale. Est-ce que ça a déjà commencé? Non, pas encore. Et puis l'autre, c'est la mutualisation des opérations entre CENI, ONIP, Institut national des statistiques. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? La CENI va enrôler déjà les gens, avec enrôler, et quand il va enrôler, terminer, il prend les machines et le personnel, il va verser chez ONIP. ONIP maintenant va aussi identifier les gens pour donner la carte nationale. Mais il y a une erreur. Pourquoi? Parce que la CENI, normalement la CENI devait attendre à ce que M. Willidor puisse être détenteur de sa carte d'identité nationale. Mais vous n'en avez pas, mais la CENI va vous enrôler avec des vieilles pièces d'identité. Carte de passeport, permis de conduire, carte d'étudiant, ainsi de suite, et carte d'électeur. Oui. Or, nos cartes d'électeurs ont été trafiquées. Tout le monde en possède. Les Congolais non congolais. Maintenant, vous allez vous faire l'enrôlement que la CENI va commencer d'ici décembre. Oui. Vous allez vous présenter avec le faux, entre guillemets, avec les faux documents. Et quand vous avez déjà... On risque d'avoir des étrangers. Mais pourquoi pas? C'est ça l'erreur. C'est l'erreur. Et maintenant, vous avez cette carte-là que la CENI vous a donnée, parce que la carte d'électeur, c'est pour la CENI ne sera pas une pièce d'identité, ne feront pas office de pièce d'identité, ça serait un document à visage unique. Vous allez avec ça chez ONIP. ONIP va vous prendre et il va vous livrer la carte d'identité et un numéro d'identité nationale. Or, tu étais un faux, tu n'étais pas congolais parce que tu avais trafiqué, tu as eu les documents trafiqués, la CENI t'a reconnu, et maintenant l'autre va vous donner la carte d'identité, et par conséquent, tu deviens citoyen congolais. Infiltré. Et vous allez faire. La durée des opérations de révision de fichier électoral, est-ce que ça peut poser problème? Oui, la durée va poser de sérieux problèmes, mon frère. Des problèmes qui peuvent entraîner le glissement. Oui, parce qu'on va faire quoi? Oui. La CENI va recouper le pays en 3 zones. Donc, 3 zones. C'est-à-dire la CENI actuelle. 26 provinces. Oui. Première zone opérationnelle, il y a 9 provinces. Deuxième zone opérationnelle, 9 provinces. Troisième zone opérationnelle, 8 provinces plus la diaspora, 9 provinces. Donc, la CENI a dit que ces opérations vont se faire en 6 mois. Or, à son temps,
on l'avait fait dans le Nord-Ubangi, mais cette fois-ci, sur province. Nous, Kinshasa, Bandundu, Congo central, Équateur, tout l'Équateur, nous allons faire. Après ça, on part encore dans la deuxième zone opérationnelle. Et troisième, avec la diaspora. Et le temps que cela va prendre. Parce que la CENI a prévu pour 50 millions de lecteurs attendus, et ça va nous prendre 6 mois. Mais quand nous regardons les statistiques des élections passées, en 2006, la CENI, la CI avait mis pour 15 mois pour enrôler 25 millions. En 2011, la CENI a mis 13 mois pour enrôler 32 millions d'électeurs. En 2018, la CENI a mis 18 mois pour enrôler 40 millions. Mais en 2023, la CENI met 6 mois pour enrôler 50 millions. Alors qu'il y a des nouveaux majeurs. Oui, qui n'avaient pas de cas d'électeurs en 2018. Non, on a donné la chance à ceux-là qui sont nés en 2006, qui peuvent se faire enrôler, même s'il y a un écart de quelques mois. Et la CENI donne l'opportunité. Mais je vous donne les statistiques pour dire, voilà, on a mis 13 mois, 15 mois, 18 mois. Mais ici, nous mettons 6 mois pour 50 millions de c'est une erreur? Non, c'est une planification réelle. Oui. Mais sur terrain, est-ce que le délai de 6 mois sera-t-il respecté? Parce que si on ne respecte pas le délai de faire comme la CENI l'a prévu, 6 mois, pas plus de 10 mois comme les autres, 13 mois, si cette opération n'est pas respectée dans ce délai-là, le curseur électoral va glisser. Et on va dans le glissement. À ce moment-là, on part dans le glissement. Bon, quelles sont les conséquences? C'est la dernière question parce qu'on me fait pression, la régime dit qu'on t'avait la fin. S'il y a glissement, quelles peuvent être les conséquences? La première conséquence, c'est que nous n'avons pas respecté la périodicité des élections qui doivent se faire dans 5 ans, 5 ans, 5 ans, nous n'avons pas. Deuxième conséquence, le président de la République, son pouvoir sera réduit, sera affaibli, parce qu'il se mettra autour d'une table. Non, mais il y a l'article 70 qui le protège. Il doit être là jusqu'à l'élection du nouveau président. Mais non, parce que quand il y a glissement, vous allez vous mettre autour d'une table. Oui, quand il y a glissement, à ce moment-là, on va demander à la Cour constitutionnelle de prendre un arrêt pour prendre acte du glissement et donner la chance à la CENI de continuer avec les opérations. Mais quand on continue avec les opérations, il y a ce qu'on appelle le dialogue à ce moment-là. À ce moment-là, le dialogue intervient. Et tous ceux qui cherchaient le dialogue vont applaudir. Le dialogue intervient. Et quand le dialogue intervient, et on dit, mais maintenant, on doit se partager 50-50. Nous aussi, de ce côté, si nous allons vous présenter la carte du Premier ministre, vous avez autant de ministères et de ministères. Et pour conséquence, on a encore prolongé la transition d'un ou 2 ans pour qu'on se fasse, tout le monde se fasse une santé financière avant de préparer les prochaines élections. Donc voilà les conséquences de ça. Et comment améliorer, comment éviter ces erreurs. C'est donner à la CENI le temps qu'il lui reste de mettre des bouchons doubles pour que la CENI puisse multiplier autant de machines à voter, que l'opération enrôlement identification qui est prévue dans 6 mois, qu'on puisse déployer les machines partout, ça a un coût bien sûr, et que cette opération passe dans ce temps-là. Nous pensons à ce moment-là, on peut bien décoller. On peut décoller tout en allant avec des faux Congolais qui vont se faire identifier, enrôler avec des cartes. Nous pensons qu'on peut corriger. En corrigeant, c'est pour dire cette fois-ci ou jamais, le bulletin, les résultats doivent être publiés au bureau de vote par bureau de vote, que la Cour constitutionnelle puisse jouer son rôle et que les juges de la Cour constitutionnelle puissent être renforcés en capacité en droit électoral, parce que la plupart des juges qui seraient appelés de gérer le contentieux n'ont pas fait le droit électoral, qui est une science récente. C'est pourquoi vous avez vu certains juges, pour traiter le contentieux électoral, ils regardent, ils confondent le droit électoral, le droit comparé et d'autres droits. C'est là nous disons que l'image de la Cour constitutionnelle de 2018 ne puisse pas être l'image de la Cour constitutionnelle de 2023. Merci beaucoup. Ceux qui ont de la chance, qu'on donne la chance à tout le monde. Merci. Et qu'avec la CENI, nous allons organiser les élections avec les Congolais, pas les organiser pour les Congolais, pour que le résultat des urnes puisse être accepté par tous. Merci beaucoup Jérôme Bonso. J'imagine que vous avez beaucoup de matière qui reste. S'il fallait qu'on organise une deuxième émission, sur quoi pourriez-vous revenir que nous n'avons pas évoqué dans cette émission? Nous pensons que nous pouvons revenir sur la fameuse question de la répartition des sièges. La répartition des sièges, on n'en a pas parlé. Comment on va, parce qu'aujourd'hui la CENI a augmenté le nombre de... J'ai vu un document qui circule, que je vous ai envoyé sur WhatsApp. Est-ce que c'est un document authentique de la répartition des sièges? Non, la répartition des sièges intervient quand on clôture l'opération d'identification et enrôlement. Mais ça vient de ce document? Non, c'était un document. C'est faux? Non. Parce que quand on clôture l'opération des fichiers électoraux, la première chose, on saisit l'Assemblée nationale pour faire la loi sur la répartition.
répartition des sièges. Est-ce que la loi est déjà sortie sur la répartition des sièges? On va répartir sur base de quelles données démographiques? Parce que c'est la CENI qui va dire telle province à telle province. Comment vous devez mettre charrie devant le bœuf? Non, c'est un faux. C'est un faux document. Merci beaucoup à vous, Jérôme Bonso. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, en même temps coordonnateur de l'AETA. C'est une plateforme chargée également de l'analyse des questions électorales. Vous avez été notre invité aujourd'hui dans Liberté d'opinion. Merci pour l'emphase, la dextérité oratoire et la maîtrise parfaite des questions électorales. Merci de nous avoir édifiés. Nous promettons que nous revenons avec vous dans une prochaine émission pour aborder d'autres questions que nous n'avons pas pu analyser faute de temps. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, merci d'avoir été des millions à nous suivre. Écrivez-nous au bas du numéro affiché au bas de l'écran si vous voulez participer à l'émission, si vous avez une contribution. Écrivez-nous sur WhatsApp. Toutes les questions, nous allons les transférer à notre expert sur le plateau qui va devoir y répondre. Monsieur Jérôme Bonso, encore une fois, je dis sincèrement merci. Merci. Merci beaucoup.